L'histoire de Rome ne commence pas par des certitudes, mais par des mythes et des légendes, entremêlés de fragments de vérité historique. Selon la tradition romaine, les frères jumeaux Romulus et Rémus naquirent d'une Vestale nommée Rhea Silvia et du dieu Mars. Craignant ces enfants divins, un roi jaloux ordonna leur noyade dans le Tibre. Le fleuve, peut-être conscient de leur sort, les emporta doucement en aval, où ils échouèrent sur les rives de la future Rome. Là, une louve découvrit les nourrissons abandonnés et les allaita jusqu'à ce qu'un berger nommé Faustulus les trouve et les élève comme siens. Devenus de jeunes hommes vigoureux, ils apprirent leur lignée royale et décidèrent de fonder une nouvelle colonie sur les rives où ils avaient été sauvés. Mais les frères se querellèrent. Un moment qui résonne dans les histoires romaines, Romulus tua Rémus et devint l'unique fondateur de la nouvelle cité. Du haut de ce qui allait plus tard s'appeler le mont Palatin, Romulus marqua les frontières de Rome à la charrue en l'an 753 AA. GC, date à partir de laquelle les Romains contaient plus tard leur histoire. La première colonie n'était guère plus qu'un groupe de huttes aux toits de chaume surplombant le Tibre, entouré de cités étrusques plus puissantes au nord et de colonies grecques au sud. Pour consolider sa jeune communauté, Romulus offrit refuge à des bandits, des exilés et des réfugiés des régions environnantes. Cela créa un problème, une pénurie de femmes, que Romulus résout par un épisode célèbre connu sous le nom de l'enlèvement des Sabines, où il invite les Sabines voisines à une fête, puis enlève leurs filles pour les marier à des Romains. Pendant près de 2 siècles et demi après Romulus, Rome fut gouvernée par des rois. 7 monarques présidèrent au développement de la ville naissante, la transformant d'un village en une puissance régionale importante. Après Romulus, vint Numa Pompilius, dont on se souvient comme un souverain sage et pieux qui établit de nombreuses traditions et institutions religieuses de Rome. Il créa la fonction de Pontifex Maximus, le grand prêtre, et fonda le temple de Janus, dont les portes ne se fermaient qu'en temps de paix, un fait rare dans l'histoire romaine. Le troisième roi, Tullus Hostilius, étendit le territoire romain en menant des guerres contre la ville voisine d'Alba Longa. Sous son règne, Rome absorba la population albaine après sa défaite, instaurant un système d'assimilation qui lui servit tout au long de son histoire. La célèbre bataille entre les frères Horace et Curiates, représentant respectivement Rome et Alba Longa, date de cette période. Une bataille symbolique qui décida du sort des 2 cités sans guerre ouverte. Ancus Marcius, le 4e roi, construisit le premier pont de Rome sur le Tibre et fonda la ville portuaire d'Ostie à l'embouchure du fleuve, ouvrant ainsi des routes commerciales qui finirent par relier Rome au monde méditerranéen. Il élargit également les limites de la ville pour y inclure le Janicule, offrant ainsi une meilleure défense à la colonie en pleine expansion. Sous le 5e roi, Tarquin Priscus, l'influence étrusque devint visible dans la culture romaine. Il entreprit la construction du grand temple de Jupiter sur le Capitole et du Circus Maximus, destiné aux courses de chars. Le vaste projet de drainage de la Cloaca Maxima débuta sous son règne, transformant la vallée marécageuse entre les collines en ce qui allait devenir le Forum romain. Servius Tullius, le 6e roi, mit en œuvre la première constitution de Rome, divisant les citoyens en classes selon la richesse et la formation militaire. Cette organisation, connue sous le nom d'Assemblée centuriate, resta fondamentale pour la vie militaire et politique romaine pendant des siècles. Servius construisit également la première enceinte défensive autour de la ville, encerclant les célèbres 7 collines de Rome, le Palatin, l'Aventin, le Capitole, le Quirinal, le Viminal, l'Esquilin et le Calyme. Le dernier roi, Tarquin le Superbe, régna en tyran. Son règne fut marqué par d'impressionnants projets de construction, dont l'achèvement du temple de Jupiter. Mais son arrogance et sa cruauté aliénèrent la noblesse romaine. Le coup de grâce fut porté lorsque son fils Sextus Tarquin viola Lucrèce, une noble romaine vertueuse.
Cet outrage déclencha une rébellion menée par Lucius Junius Brutus et le mari de Lucrèce, Collatinus. En 509, la monarchie fut renversée. Tarquin et sa famille s'exilèrent et la République romaine naquit. Ce nouveau système de gouvernement, conçu pour empêcher la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul individu, a non seulement façonné l'avenir de Rome, mais a également influencé la pensée politique pour les millénaires à venir. En repensant à cette période fondatrice, nous comprenons comment les premières expériences de Rome ont façonné son caractère. Dès ses débuts, Rome a fait preuve d'une remarquable adaptabilité, absorbant les influences étrusques et grecques tout en développant sa propre identité. Les premiers Romains ont établi des traditions de discipline militaire, d'ingénierie pratique et d'organisation juridique qui serviraient de fondement à leur futur empire. Ce qui n'était au départ qu'un petit groupe de villages s'est transformé en une série de colonies sur 7 collines, reliées par des sentiers qui deviendraient les célèbres rues de Rome. À la fin de la monarchie, la population avait atteint environ 35 000 habitants, ce qui en faisait l'une des plus grandes villes d'Italie centrale, bien que modeste comparée à ce qu'elle était devenue. La société romaine de cette époque primitive était organisée autour de la famille, le chef de famille exerçant un pouvoir quasi absolu sur sa maisonnée. Les pratiques religieuses étaient élaborées, les Romains croyant que des rituels appropriés maintenaient la pax deorum, la paix avec les dieux, nécessaire à la prospérité de la cité. En vous endormant, imaginez ces premiers Romains, agriculteurs et guerriers, prêtres et artisans, posant les fondations de ce qui allait devenir la ville éternelle. Après des débuts modestes sur les rives du Tibre, Rome étendit finalement son influence sur 3 continents et créa un empire sans précédent. Mais cette expansion était encore à venir. Pour l'instant, alors que les rois disparaissaient de l'histoire, Rome se trouvait au seuil de son ère républicaine, prête à s'engager sur la voie de la grandeur qui rendrait son nom immortel. Alors que le dernier roi de Rome s'enfuyait en exil, le peuple était à l'aube d'une ère nouvelle. La monarchie qui avait guidé les débuts de la cité avait disparu, laissant place à une expérience gouvernementale audacieuse qui allait façonner le destin de Rome pour les 5 siècles suivants. La République nouvellement créée était destinée à empêcher la concentration du pouvoir qui avait conduit à la tyrannie de Tarquin le Superbe. 2 magistrats élus chaque année, appelés consuls, remplaçaient le roi, chacun pouvant opposer son veto aux décisions de l'autre. Ce système garantissait qu'aucun individu ne puisse dominer la politique romaine. Derrière ces consuls se trouvait le Sénat, un conseil d'anciens issus de familles nobles dont les conseils avaient un poids considérable, bien qu'il ne disposât d'aucun pouvoir législatif officiel. L'existence de la jeune République fut immédiatement menacée. Le roi exilé chercha des alliés parmi les cités voisines, tandis qu'un puissant seigneur étrusque, Lars Porsena, assiégeait Rome. Selon la légende, un héros romain nommé Horatius Coclès tint seul un pont contre l'armée étrusque, tandis que ses camarades le détruisaient. Derrière lui, sauvant la ville de la prise. La politique intérieure de Rome s'est avérée aussi complexe que ses ennemis extérieurs. La République était initialement dominée par les patriciens, nobles héréditaires qui contrôlaient les institutions politiques et religieuses. La majorité des citoyens, appelés plébéiens, se sont retrouvés exclus du pouvoir et souvent asservis aux propriétaires terriens patriciens. Ces tensions entre les différents ordres allaient façonner la politique romaine pendant des siècles. La première crise sociale majeure a eu lieu lorsque les soldats plébéiens, piliers de la puissance militaire romaine, ont quitté la ville pour se diriger vers la montagne sacrée lors de la première grève générale connue. Cette action extrême força les patriciens à créer la fonction de tribun de la plèbe, magistrat habilité à opposer son veto à toute législation préjudiciable aux intérêts de la plèbe. Les tribuns furent déclarés sacrés. Quiconque leur portait atteinte était passible de condamnation religieuse et de mort. L'étape suivante fut la création des 12 tables, premier code de loi écrit de Rome, affiché sur le forum à la vue de tous.
Ces lois apportèrent de la transparence aux procédures juridiques jusque-là secrètes et contrôlées par les patriciens. Bien que toujours largement favorables à l'élite, les 12 tables représentèrent une étape décisive vers une plus grande égalité devant la loi et établirent le principe de la publicité des lois. À mesure que Rome résolvait ses problèmes internes, elle étendit progressivement son influence sur toute l'Italie centrale. La cité mena de nombreuses guerres contre les peuples voisins, les Volsques, les Èques, les Sabins et, surtout, les Étrusques. La conquête de la riche cité étrusque de Veïs, à seulement 20 km au nord, doubla le territoire sous contrôle romain. Cette expansion connut des revers dévastateurs lorsque les Gaulois celtes mirent en déroute l'armée romaine sur l'Alia et pillèrent Rome elle-même. Une grande partie de la ville fut détruite, bien que les défenseurs tinrent bon sur la colline du Capitole. Selon la légende, des oies sacrées du temple de Junon avertirent les Romains d'une attaque nocturne, sauvant ainsi la citadelle. Les Gaulois finirent par battre en retraite après avoir reçu une rançon en or, mais le souvenir traumatisant de ce désastre resta gravé dans la mémoire romaine pendant des siècles. Étonnamment, Rome se remit rapidement de ce désastre. La ville fut reconstruite et des remparts plus solides furent érigés. En quelques décennies, Rome vainquit la Ligue latine, intégrant ces peuples apparentés à son État en pleine expansion. Certaines communautés latines obtinrent la pleine citoyenneté romaine, d'autres des droits partiels, établissant ainsi le modèle de citoyenneté graduée qui devint la marque de fabrique de l'État romain. Le milieu de la République fut marqué par d'importantes réformes politiques. Les lois Sestia et Litini imposèrent qu'un consul soit plébéien, ouvrant ainsi la plus haute fonction de l'État aux non-patriciens. Au cours des décennies suivantes, les plébéiens accédèrent à toutes les magistratures et charges religieuses importantes. Bien que l'accès à la vie politique fût de plus en plus déterminé par la richesse plutôt que par la naissance, ce processus d'intégration sociale permit à Rome d'éviter les conflits de classe destructeurs qui rongèrent de nombreuses cités-états grecques. La puissance croissante de Rome entraîna inévitablement des conflits avec d'autres puissances régionales. Au cours de 3 guerres acharnées contre les Samnites, peuple montagnard d'Italie centrale, Rome étendit son contrôle d'une côte à l'autre, sur toute la plaine italienne. En consolidant sa position en Italie centrale et méridionale, Rome rencontra les cités grecques très développées de la Grande Grèce. La plus puissante d'entre elles, Tarenté, se sentit menacée par l'expansion romaine et appela Pyrrhus, roi d'Épire en Grèce, à l'aide. Pyrrhus arriva en Italie avec une armée redoutable, comprenant notamment des éléphants de guerre, jusque-là inconnus des Romains. Malgré plusieurs défaites, Pyrrhus subit de telles pertes que ses victoires pyrrhiques l'épuisèrent. Après une campagne infructueuse en Sicile, Pyrrhus retourna en Grèce, laissant les cités grecques seules face à Rome. Tarente tomba peu après, et Rome prit le contrôle de toute la péninsule italienne au sud du Pô. La gestion de cette nouvelle alliance italienne par Rome fit preuve d'une remarquable sagesse. Tout en conservant un contrôle ferme sur la politique étrangère et les affaires militaires, Rome permit à ses alliés de préserver leur autonomie locale. L'expansion des différents degrés de citoyenneté et des droits légaux créa des incitations à la loyauté. Les colonies romaines disséminées dans toute la péninsule avaient le double objectif de récompenser les vétérans en leur fournissant des terres et d'établir des avant-postes militaires stratégiques. Ce système d'alliance italienne allait fournir à Rome des effectifs bien supérieurs à ceux de ses rivaux méditerranéens, un avantage décisif dans les conflits à venir. Une Italie unifiée représentait une révolution géopolitique dans le monde antique. Un vaste État territorial doté d'un leadership centralisé, mais suffisamment flexible pour s'adapter à la diversité locale. L'attention de Rome se porta bientôt au-delà de l'Italie, vers la Sicile, où Carthage, puissant empire maritime basé en Afrique du Nord, contrôlait la moitié occidentale de l'île. Lorsqu'un groupe de mercenaires italiens, les Mamertins, implora la protection de Rome contre les Syracusains et les Carthaginois en Sicile,
Rome se trouva face à un choix crucial. Intervenir signifierait une guerre contre Carthage, une puissance maritime forte de siècles d'expérience maritime dont Rome manquait. La décision du Sénat d'accepter l'appel des Mamertins déclencha la première guerre punique. Le conflit obligea Rome à développer ses capacités navales de toutes pièces. Après des défaites initiales, les Romains capturèrent un navire carthaginois et s'en servirent comme modèle pour construire leur propre flotte. Ils équipèrent ces navires de corbeaux ou passerelles d'abordage, permettant aux soldats romains d'utiliser leurs compétences supérieures d'infanterie lors des batailles navales. Malgré des pertes catastrophiques dues aux tempêtes et aux batailles, la ténacité romaine finit par l'emporter. Carthage céda la Sicile à Rome après avoir versé une indemnité substantielle. La deuxième guerre punique rapprocha Rome de la destruction plus que tout autre conflit depuis le sac de Rome par les Gaulois. Le brillant général carthaginois Hannibal Barca mena une armée, comprenant des éléphants de guerre, d'Espagne à travers les Alpes jusqu'en Italie. Il infligea 3 défaites désastreuses aux armées romaines à la Trébie, au lac Trasimène et, plus dévastatrices encore, à Cannes, où environ 50 000 Romains périrent en une seule journée. Malgré ces désastres, Rome refusa de capituler. Tandis que Hannibal traversait l'Italie, gagnant des alliés parmi les sujets romains mécontents, Rome leva de nouvelles armées. Le général Quintus Fabius Maximus adopta des tactiques dilatoires, évitant toute confrontation directe, tandis qu'un jeune général nommé Scipion porta la guerre en Espagne, puis en Afrique. Face à une menace pour Carthage elle-même, Hannibal fut rappelé d'Italie. À la bataille de Zama, Scipion, désormais appelé l'Africain, vainquit Hannibal, mettant fin à la guerre. Carthage abandonna sa marine, ses territoires d'outre-mer et son indépendance politique, devenant un satellite romain. La victoire sur Carthage établit Rome comme puissance dominante en Méditerranée occidentale. L'attention de Rome se tourna vers l'Est, vers les royaumes hellénistiques issus de l'empire d'Alexandre le Grand. Les légions romaines vainquirent le roi macédonien Philippe V, puis mirent en déroute le roi séleucide Antiochus III aux Thermopyles et à Magnésie. L'ancien royaume de Macédoine fut divisé en 4 républiques sous la tutelle romaine. La Grèce elle-même passa sous domination romaine directe. La même année, la troisième guerre punique se termina par la destruction complète de Carthage. Ces conquêtes transformèrent profondément la société romaine. D'immenses richesses affluèrent en Italie depuis les nouvelles provinces, enrichissant le trésor public et les particuliers. Les esclaves capturés pendant la guerre devinrent nombreux, transformant la nature de l'agriculture italienne. Alors que les petites fermes cédaient la place aux grands domaines exploités par des esclaves, de nombreux ruraux déplacés migraient vers Rome, créant des tensions sociales dans la capitale surpeuplée. Le système politique républicain, conçu pour une petite cité-État, peinait à gouverner un vaste empire méditerranéen. Les gouverneurs envoyés pour gouverner les provinces abusaient souvent de leur position à des fins personnelles. Les généraux victorieux exploitaient la loyauté de leurs troupes, créant ainsi des menaces potentielles pour l'autorité civile. Les valeurs traditionnelles de simplicité, de devoir et d'abnégation que les Romains appelaient mos maiorum, la voix des ancêtres, semblaient s'estomper à mesure que le luxe et l'ambition grandissaient. Ces changements préparèrent le terrain pour le dernier siècle mouvementé de la République. Tiberius Gracchus fut élu tribun et proposa une redistribution des terres publiques pour lutter contre la pauvreté rurale. Sa législation suscita une résistance farouche de la part de riches sénateurs, qui finirent par l'assassiner. Premier assassinat politique à Rome depuis une décennie. 10 ans plus tard, son frère Gaius Gracchus subit un sort similaire après avoir proposé des réformes plus radicales, notamment des subventions céréalières pour les citadins. Ces événements brisèrent le consensus traditionnel de l'élite dirigeante et établirent la violence politique comme un outil de la politique romaine. Dans les décennies qui suivirent, des généraux ambitieux, tels que Marius et Sylla, utilisèrent leur puissance militaire
pour intervenir dans les conflits politiques. La marche de Sylla sur Rome marqua la première fois qu'un général romain retourna son armée contre la ville elle-même. Après avoir vaincu ses adversaires au terme d'une guerre civile sanglante, Sylla s'installa comme dictateur et purgea systématiquement ses ennemis au moyen de listes de proscription, des annonces publiques désignant les personnes à tuer et confisquant leurs biens. Bien que Sylla ait finalement démissionné, ses actions créèrent un dangereux précédent. 3 hommes puissants, Pompée, Crassus et Jules César, formèrent une coalition informelle connue sous le nom de Premier Triumvirat pour dominer la politique romaine. César reçut le commandement de la Gaule, où ses brillantes campagnes conquirent la France actuelle et envahirent brièvement la Bretagne, lui apportant une richesse, une expérience militaire et une popularité sans précédent. Lorsque l'alliance se brisa, le Sénat se rangea du côté de Pompée contre César. Sommé de démissionner, César traversa le Rubicon avec son armée, déclenchant une guerre civile par sa célèbre déclaration. Les dés sont jetés. Après avoir vaincu les forces de Pompée, César devint dictateur de Rome et mit en œuvre de nombreuses réformes, dont un nouveau calendrier. Ses honneurs grandissant et sa dictature à vie alarmèrent les républicains qui voyaient en lui une aspiration à la monarchie. Aux ides de mars, des conspirateurs menés par Brutus et Cassius assassinèrent César au Sénat. Au lieu de restaurer la République, l'assassinat de César déclencha une nouvelle guerre civile. Son fils adoptif, Octave, s'allia à Marc-Antoine et à Lépide au sein du second triumvirat pour traquer les assassins de César. Après avoir vaincu Brutus et Cassius à Philippe, les triumvirs se partagèrent le monde romain. Des tensions inévitables surgirent, notamment entre Octave à l'ouest et Antoine à l'est, où il s'allia à la reine égyptienne Cléopâtre VII. L'affrontement final eut lieu à Actium, où les forces d'Octave, sous le commandement d'Agrippa, mirent en déroute les flottes combinées d'Antoine et de Cléopâtre. Les amants s'enfuirent en Égypte, où ils se suicidèrent plus tard. Octave, désormais seul souverain de vastes territoires romains, prit soin d'éviter les erreurs de César. Tout en accumulant un pouvoir personnel sans précédent, il conserva des façades républicaines, se qualifiant de princeps, premier citoyen, plutôt que de roi ou de dictateur. Le Sénat lui conféra le titre d'Auguste, marquant de fait la fin de la République et le début de l'Empire romain. L'héritage de la République fut complexe. Son équilibre constitutionnel ne parvint finalement pas à empêcher la guerre civile et la dictature. Pourtant, en moins de 5 siècles d'existence, Rome s'était transformée, passant d'une petite cité-État italienne à la suzeraineté du monde méditerranéen. Les institutions républicaines subsistèrent sous les noms d'empereurs, et les idéaux républicains de liberté, de devoir civique et de gouvernement constitutionnel allaient en résonner dans la pensée politique occidentale pendant des millénaires. Lorsqu'Octave comparut devant le Sénat en janvier de l'an 27 AV, G.C., Rome se trouvait à la croisée des chemins. La République, qui avait régné pendant 5 siècles, était en ruine après des décennies de guerre civile. Pourtant, plutôt que de proclamer une monarchie ouverte, Octave opéra une manœuvre politique subtile. Il proclama la restauration de l'autorité du Sénat et du peuple romain, renonçant apparemment au pouvoir extraordinaire qu'ils avaient accumulé. Le Sénat, composé de ses partisans, répondit en lui donnant le nom d'Auguste, un titre à connotation religieuse, signifiant vénéré ou sacré. Il reçut également un ensemble de pouvoirs soigneusement élaborés. Le commandement des provinces clés où les légions étaient stationnées, un pouvoir tribunicien avec droit de veto et une foule d'autres privilèges. Ce moment marqua la naissance de ce que les historiens appellent le Principat, un système dans lequel Auguste gouvernait en tant que premier citoyen plutôt qu'en tant que roi, préservant l'apparence d'un gouvernement républicain tout en exerçant un pouvoir personnel sans précédent. Auguste régna 41 ans, posant les bases qui façonneraient la gouvernance impériale romaine pendant des siècles. Il réduisit l'armée de 60 à 28 légions,
installant des vétérans dans des colonies à travers l'Italie et les provinces. Il réforma le système fiscal, institua un service postal, créa des cohortes de pompiers et organisa une force de police permanente à Rome. Ces projets de construction transformèrent la capitale, à tel point qu'il se vanta d'avoir transformé Rome en ville de briques et d'en avoir fait une ville de marbre. En politique étrangère, Auguste renforça et étendit les frontières de Rome. Les tribus germaniques furent repoussées au-delà du Rhin, et la frontière orientale de l'Empire fut sécurisée par la diplomatie avec l'Empire parthe. L'Espagne fut finalement conquise après des siècles de résistance, et le Danube devint la frontière nord de Rome en Europe. Plus important encore, en somme, Auguste instaura un système de succession stable, ce que la République avait échoué à faire au cours de ces dernières décennies. N'ayant pas de fils, il éleva progressivement son beau-fils Tibère au rang de roi, assurant une transition de pouvoir harmonieuse après sa mort. Tibère, général compétent mais dirigeant réticent, fonda une dynastie connue sous le nom de Julio-Claudien, qui régna sur Rome pendant plus de 50 ans. Son règne commença bien, mais devint de plus en plus sombre après sa retraite sur l'île de Capri, laissant les affaires de l'État à l'ambitieux préfet du prétoire Séjan. Après avoir révélé le complot de Séjan pour s'emparer du pouvoir, Tibère lança une vague de procès pour trahison qui sema la peur au sein de l'aristocratie romaine. Tibère fut remplacé par son cousin Caligula, dont les premières promesses tournèrent à la folie. Les récits de ses excès, de sa cruauté et de son comportement étrange, notamment son projet de faire de son cheval un consul, sont peut-être exagérés, mais son assassinat, après seulement 4 ans de règne, en dit long sur son impopularité auprès de l'élite romaine. La garde prétorienne, troupe personnelle de l'empereur, installa alors Claude sur le trône. Malgré des handicaps physiques qui avaient poussé sa famille à le marginaliser, Claude se révéla un administrateur compétent. Durant ses 13 années de règne, il étendit l'Empire, conquérant la Bretagne et incorporant de nouvelles provinces à l'Est. Il étendit également la citoyenneté et admit les Gaulois au Sénat, conscient que l'avenir de Rome résidait dans l'intégration provinciale plutôt que dans la domination de l'Italie. La dynastie julio-claudienne prit fin avec Néron, dont le règne commença sous les meilleurs auspices, sous la direction du philosophe Sénèque et du préfet du prétoire Burrus. Cependant, tout en affirmant son indépendance, son règne devint tyrannique. Il assassina sa mère Agrippine, battit à mort sa femme enceinte et persécuta les chrétiens après le grand incendie de Rome. L'impopularité croissante provoqua des rébellions, et Néron se suicida, se lamentant soi-disant « Quel artiste meurt en moi ?» Sa mort marqua le début d'une période de chaos connue sous le nom d'année des 4 empereurs. Coup sur coup, les généraux Galba, Othon et Vitellius s'emparèrent du trône, chacun étant déposé par des mutineries militaires. Finalement, Vespasien, commandant des légions orientales, remporta la victoire et fonda la dynastie des Flaviens. Vespasien rétablit la stabilité de l'Empire durant ses 10 années de règne. Homme d'origine modeste et pragmatique, il rétablit la responsabilité financière après les extravagances de Néron. Son plus grand héritage architectural fut la construction de l'amphithéâtre Flavien, plus connu aujourd'hui sous le nom de Colisée, sur le site du somptueux palais de Néron, en cadeau au peuple romain. Son fils aîné, Titus, lui succéda quelques mois avant l'éruption du Vésuve, qui détruisit les villes de Pompéi et d'Herculanum. Titus géra cette catastrophe, et d'autres, dont l'incendie de Rome, avec une telle compassion qu'il fut largement pleuré à sa mort, après seulement 2 ans de règne. Le dernier empereur Flavien fut Domitien, dont le règne de 15 ans fut marqué par une activité militaire considérable le long de la frontière danubienne et en Bretagne. Bien qu'il fût un administrateur efficace, ses tendances autoritaires lui aliénèrent le Sénat. Son assassinat mit fin à la dynastie flavienne. Le Sénat élit alors l'un des siens, le vieux Nerva, comme empereur. Sans héritier naturel et bénéficiant d'un soutien militaire limité,
Nerva adopta le populaire général Trajan comme successeur, instaurant un modèle d'adoption qui servit brillamment Rome pendant près d'un siècle. Né en Espagne, Trajan fut le premier empereur non italien. Son règne de 19 ans marqua la période où l'Empire romain atteignit son apogée territorial. Il conquit la Dacie, à peu près l'actuelle Roumanie, et intégra ses mines d'or à l'empereur. Sa campagne la plus ambitieuse comprenait l'annexion de l'Arménie, de la Mésopotamie et de certaines parties de la Parthie, étendant brièvement la domination romaine jusqu'au golfe Persique. Bien que certaines de ses conquêtes orientales fussent abandonnées par son successeur, elles représentèrent l'apogée de l'expansion romaine. Au-delà de sa gloire militaire, Trajan était célèbre pour sa politique intérieure. Ses vastes programmes de construction comprenaient un immense forum à Rome et des projets dans tout l'Empire. Il créa l'Alimentariat, un programme d'aide sociale destiné aux enfants pauvres d'Italie, et fut généralement considéré, même par les Romains plus tardifs, comme un empereur modèle auquel les autres étaient comparés. Sur son lit de mort, Trajan a peut-être adopté son parent Hadrien, bien que certains soupçonnent que cette adoption ait été inventée par ses partisans. Néanmoins, Hadrien devint empereur et modifia immédiatement sa politique impériale. Conscient que l'Empire avait atteint ses limites, il abandonna les conquêtes orientales de Trajan et se concentra sur la consolidation plutôt que sur l'expansion. Hadrien passa plus de la moitié de son règne de 21 ans à parcourir les provinces, souvent à pied avec ses troupes, inspectant les fortifications frontalières. En Bretagne, il ordonna la construction d'un immense mur dans l'étroite partie nord de l'île, créant une barrière contre les incursions tribales dont des parties subsistent encore aujourd'hui. Des fortifications frontalières similaires furent érigées dans tout l'Empire, établissant des frontières claires plutôt qu'une expansion supplémentaire. Fervent de culture grecque et arborant une barbe de style hellénique, contrairement à ses prédécesseurs rasés de près, Hadrien passa un temps considérable à Athènes, où il acheva l'imposant temple de Zeus olympien commencé des siècles plus tôt. Son héritage architectural à Rome comprenait le Panthéon, avec son dôme de béton révolutionnaire, qui témoigne encore aujourd'hui du génie de l'ingénierie romaine. Antonine le Pieux, successeur d'Hadrien, régna 23 ans, marqué par une remarquable tranquillité. Son règne fut exempt de guerres majeures et de conflits internes, ce qui permit à l'Empire de prospérer. Suivant la tradition de l'adoption, Antonine choisit Marc Aurèle comme successeur, étant entendu qu'il adopterait à son tour Lucius Verus comme co-régent. Marc Aurèle, philosophe stoïcien profondément engagé, dont les méditations sont encore lues aujourd'hui, connut un règne marqué par des défis militaires malgré sa nature philosophique. Les tribus germaniques, peut-être repoussées vers l'ouest par des mouvements de population venus de l'intérieur de l'Europe et de l'Asie, commencèrent à exercer une pression plus forte qu'auparavant sur la frontière danubienne de Rome. Bien que Marc Aurèle et Lucius tiennent initialement régné conjointement, la mort de Lucius laissa Marc Aurèle seul sur le trône, à une époque où les épreuves devenaient de plus en plus difficiles. Outre les menaces extérieures, l'Empire fut confronté à une pandémie dévastatrice, la peste antonine, probablement la variole ramenée par les troupes lors de campagnes en Orient. Cette maladie tua quelques 5 millions de personnes sur le territoire romain, affaiblissant la puissance militaire et économique à un moment critique. Malgré ces difficultés, Marc Aurèle maintint les frontières et projeta même de créer de nouvelles provinces outre-Danube avant sa mort. Contrairement à ses prédécesseurs, qui choisissaient le successeur le plus méritant par adoption, Marc Aurèle laissa son fils naturel Commode hériter du pouvoir, une décision qui allait avoir des conséquences tragiques pour Rome. Si l'on considère les 2 siècles qui séparent Auguste de Marc Aurèle, cette époque représente l'apogée de l'Empire romain. La population avait atteint quelques 70 millions d'habitants, vivant dans une relative sécurité sous la Pax Romana ou paix romaine. Un vaste réseau routier de plus de 350 000 km facilitait le commerce, la communication et le mouvement des troupes dans tout le bassin méditerranéen et au-delà. Les villes prospéraient,
doté d'infrastructures publiques inconnues aux époques précédentes, aqueducs alimentant en eau douce, thermes publics, théâtres et forums. Le droit romain, de plus en plus complexe et humain, était appliqué sur 3 continents. La littérature et les arts étaient également florissants à cette époque. L'Énéide de Virgile, les Métamorphoses d'Ovide, les histoires de Tacite, les biographies de Suétone et les lettres de Pline le Jeune datent toutes de cette époque. Bien que l'innovation scientifique ait été en retard sur les progrès littéraires, les connaissances pratiques dans des domaines tels que l'architecture, l'ingénierie, l'agriculture et la médecine ont rendu la vie quotidienne des Romains plus confortable que celle de toute autre grande population avant eux. Le point le plus significatif fut peut-être la naissance et la diffusion précoce du christianisme. Jésus de Nazareth vécut et mourut sous le règne de Tibère, et la nouvelle religion se répandit lentement dans tout l'Empire, malgré des persécutions périodiques. À l'époque de Marc Aurèle, des communautés chrétiennes existaient dans la plupart des grandes villes, jetant les bases des développements qui allaient transformer l'Empire ultérieur. Le début de l'Empire vit également l'importance croissante des provinces. L'Italie perdit sa position privilégiée lorsque des empereurs venus d'Espagne et d'ailleurs montèrent sur le trône. La citoyenneté s'étendit progressivement, culminant, des générations plus tard, avec son extension à tous les habitants libres de l'Empire. Des réseaux commerciaux relièrent des régions éloignées et des marchandises en provenance d'Inde et de Chine atteignirent les marchés romains. Cette remarquable ère de stabilité et de prospérité reposait sur plusieurs piliers. La colonisation augustéenne, qui conciliait autorité impériale et respect des traditions. Un système d'adoption garantissant une succession de dirigeants compétents. Des frontières suffisamment sûres pour empêcher les invasions majeures. Et une économie qui, malgré ses limites par rapport aux normes modernes, générait suffisamment d'excédents pour soutenir une civilisation urbaine et une armée permanente de près de 400 000 hommes. Lorsque Marc Aurèle expira à la frontière danubienne, personne n'aurait pu prévoir que cet âge d'or touchait à sa fin. L'accession au trône de Commode marqua le début d'une période de troubles qui allait mettre à l'épreuve la résilience du système impérial d'une manière que ses créateurs n'auraient jamais pu imaginer. Pourtant, les réalisations du Premier Empire allaient se répercuter à travers les siècles, créant un idéal de paix, de prospérité et de bon gouvernement qui allait inspirer les civilisations bien après la chute de Rome. L'âge d'or de l'Empire romain commença à décliner lorsque Commode monta sur le trône après la mort de Marc Aurèle. Contrairement à son père philosophe, Commode s'intéressait peu au fardeau du gouvernement. Beau et athlétique, il préférait l'arène des gladiateurs aux salles de réunion. Il participait souvent à des simulacres de duels, drainant le trésor impérial de vastes sommes pour ses performances et se vantant de milliers de victoires sur des adversaires qui n'osaient pas le vaincre. Tandis que Commode assouvissait ses fantasmes, rebaptisant Rome Colonia Commodana et se faisant appeler la réincarnation d'Hercule, la machine impériale continuait de fonctionner grâce aux efforts d'administrateurs compétents. Cependant, ces exécutions capricieuses de sénateurs et de fonctionnaires créaient un climat de peur. Le dernier jour de l'année, il fut étranglé dans ses bains par son partenaire de lutte, Narcisse, dans le cadre d'une conspiration impliquant son entourage, qui craignait d'être le prochain à subir sa colère. Après l'assassinat de Commode, le vénérable général Pertinax fut intronisé par le Sénat. Ses tentatives pour rétablir la discipline au sein de la garde prétorienne se révélèrent désastreuses. Ils le tuèrent au bout de 3 mois seulement, après avoir refusé leur demande de prime spéciale. Ce qui suivit fut peut-être l'épisode le plus honteux de l'histoire romaine. Les prétoriens vendirent littéralement l'Empire aux enchères, aux plus offrants. Didius Julianus, un riche sénateur, remporta cet honneur douteux, mais son règne ne dura que 66 jours. Les armées provinciales, outrées par les événements de Rome, désignèrent leur commandant comme candidat au trône impérial.
Du chaos émergea Septime Sévère, commandant des légions pannoniennes, qui marcha sur Rome, licencia les prétoriens disgraciés et fonda une nouvelle dynastie. Sévère était un soldat compétent qui consolida sa position grâce à une combinaison de victoires militaires et d'élimination impitoyable de ses rivaux. Né à Leptis Magna, en Afrique du Nord, il fut le premier empereur de ce continent et parlait le latin avec un accent. Son règne apporta des changements importants à la gouvernance romaine, notamment une militarisation accrue de l'administration et un recours accru aux cavaliers plutôt qu'aux sénateurs pour les postes clés. Durant son règne de 18 ans, Sévère mena des campagnes victorieuses en Orient contre l'Empire parthe, créant la nouvelle province de Mésopotamie, riche en terres agricoles. Il se rendit également en Bretagne pour renforcer le mur d'Adrien et mena campagne contre les Calédoniens en Écosse. C'est là, à l'avant-poste nord d'Eboracum, aujourd'hui York, qu'il mourut. Il aurait conseillé à ses fils d'enrichir leurs soldats et de mépriser tous les autres. Ses fils, Caracalla et Geta, devaient régner conjointement, mais leur haine mutuelle rendit leur coopération impossible. Moins d'1 an plus tard, Caracalla fit assassiner son frère sous les yeux de leur mère et ordonna une damnatio memoriae pour effacer Geta des registres et monuments officiels. Caracalla fit alors régner la terreur sur les partisans de son frère. Malgré sa cruauté, Caracalla promulgua l'un des édits les plus importants de l'histoire romaine, la Constitutio Antoniniana, qui accordait la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Bien que motivé en partie par le désir d'augmenter les recettes fiscales, le décret a scellé l'évolution de Rome, passant d'une cité-État à un empire universel, où la citoyenneté était déterminée par la loi plutôt que par l'appartenance ethnique. Caracalla fut assassiné lors d'une campagne en Orient, poignardé par un soldat alors qu'il déféquait au bord de la route. La dynastie des Sévères se perpétua sous l'influence de plusieurs souverains liés par les femmes remarquables de la famille, notamment Julia Maesa, belle-fille de Septime Sévère, qui orchestra l'ascension de ses petits-fils Elgabal, puis d'Alexandre Sévère. Elgabal choqua Rome par son zèle religieux pour le dieu solaire oriental dont il portait le nom, tentant d'élever ce culte au-dessus du culte romain traditionnel. Son efféminement présumé, et les rumeurs selon lesquelles il aurait épousé un cocher, aliénèrent encore davantage les Romains traditionalistes. 4 ans plus tard, la garde prétorienne l'assassina et jeta son corps dans le Tibre. Alexandre Sévère, âgé de 13 ans seulement lors de son accession au trône, régna sous la régence de sa mère, Julia Mamaea. Son règne de 13 ans visait à rétablir de bonnes relations avec le Sénat et les valeurs traditionnelles, mais les défis militaires s'accumulaient. Une nouvelle dynastie perse, les Sassanides, avait remplacé les Parthes et représentait une menace majeure à l'est. Pendant ce temps, les tribus germaniques accentuèrent la pression sur les frontières du Rhin et du Danube. Lorsqu'Alexandre négocia avec les tribus germaniques plutôt que de les combattre, ses troupes se mutinèrent et proclamèrent en empereur Maximin le Thrace, un ancien berger géant de Thrace. Maximin incarnait un nouveau type d'empereur, un soldat d'origine modeste, peu instruit et peu sophistiqué, qui accédait au pouvoir uniquement grâce à ses mérites militaires. Bien qu'il fût un général efficace, les lourdes taxes qu'il percevait pour financer ses campagnes militaires le rendirent profondément impopulaire auprès de la population civile. Le Sénat, cherchant désespérément à regagner son influence, soutint une révolte menée par le vieux gouverneur Gordien et son fils en Afrique. Rapidement vaincus, ils furent nommés co-empereurs par le Sénat, Pupienus et Balbinus. Maximine marcha sur l'Italie, mais fut tué par ses propres troupes lors du siège d'Aquilée. Les sénateurs nommés par le Sénat furent bientôt assassinés par la garde prétorienne, qui installa sur le trône Gordien III. Âgé de 13 ans, petit-fils de l'un des précédents prétendants. Cette succession vertigineuse d'empereurs et d'usurpateurs marqua le début de ce que les historiens appellent la crise du XIIIe siècle. Au cours des décennies suivantes,
au moins 26 hommes revendiquèrent le titre impérial, la plupart ne régnant que quelques années avant de connaître une fin violente. Le monde romain était plongé dans le chaos, le pouvoir impérial devenant le butin d'une loterie militaire sans fin et destructrice. Les menaces extérieures exacerbèrent les troubles internes. L'empereur Dèce et son fils périrent en combattant les Goths à Abritus, premier empereur romain à mourir au combat contre des envahisseurs étrangers. L'empereur Valérien connut un destin encore plus tragique. Capturé vivant, il servit de marchepied au roi perse Shapur II, selon certains récits, avant que son corps ne soit écorché et exposé comme trophée après sa mort. Avec l'effondrement de l'autorité centrale, l'empire commença à se désintégrer. À l'ouest, le puissant empire gothique, qui englobait la Gaule, la Bretagne et une partie de l'Espagne, se sépara sous une succession de dirigeants locaux. À l'est, Palmyre, cité commerçante du désert, sous la reine Zénobie, prit le contrôle de provinces allant de l'Égypte à l'Asie mineure. La crise économique s'accompagna d'une désintégration politique. La monnaie fut dévaluée à plusieurs reprises pour financer les armées, provoquant une forte inflation. L'histoire millénaire de Rome semblait toucher à sa fin. Mais même en ces heures sombres, des structures résilientes et des individus compétents émergèrent, capables de sauver l'Empire du précipice. Le tournant fut l'accession au trône de Claude II le Gothique. Durant son court règne de 2 ans, il vainquit les envahisseurs goths dans les Balkans avec une telle victoire qu'il gagna le surnom de Gothique. Bien qu'il mourût de la peste, son œuvre fut poursuivie par Aurélien, proclamé par ses troupes après la mort de Claude. Son règne de 5 ans lui valut le titre de « restaurateur de la paix ». Il vainquit l'empire de Palmyrène et emmena la reine Zénobie à Rome, enchaînée par des chaînes d'or en guise de triomphe. Il reprit ensuite les provinces gothiques séparatistes, rétablissant ainsi l'unité de l'empire. Pour protéger Rome des incursions barbares, il construisit un immense nouveau réseau défensif, dont certaines parties subsistent encore aujourd'hui. Il réforma la monnaie et instaura un culte solaire officiel pour garantir l'unité religieuse. L'assassinat d'Aurélien, basé sur la fausse déclaration d'un secrétaire selon laquelle l'empereur prévoyait d'exécuter plusieurs officiers, menaça de réduire à néant ses exploits. Une série d'empereurs éphémères suivirent avant que Carus ne fonde une brève dynastie. Au cours d'une campagne victorieuse contre la Perse, Carus serait mort lorsque sa tente fut frappée par la foudre. Bien qu'un assassinat demeure une possibilité, son fils Numérien fut assassiné par son préfet du prétoire, APR, alors qu'il revenait d'une campagne perse. Lors des funérailles de Numérien, les officiers réunis proclamèrent empereur Dioclétien, un commandant de cavalerie d'origine dalmate modeste. Dioclétien exécuta immédiatement Apre lui-même, accomplissant ainsi une prophétie selon laquelle il deviendrait empereur en tuant un sanglier, le mot latin pour APR. Avec l'accession de Dioclétien au trône, la période de crise prit enfin fin. Si l'Empire survécut, il fut profondément transformé. L'ancien principat augustéen, avec son équilibre délicat entre forme républicaine et pouvoir impérial, avait disparu. À sa place, un système plus ouvertement autocratique apparut, dans lequel l'empereur était de plus en plus perçu comme une figure distante et sacrée, plutôt que comme un premier parmi ses pairs. Les besoins militaires dominèrent désormais tous les aspects du gouvernement. L'armée doubla presque de taille pour contrer les nombreuses menaces frontalières, absorbant une part toujours croissante des ressources de l'État. La fiscalité devint plus onéreuse et systématique pour soutenir ses forces. La distinction entre l'Italie et les provinces disparut presque entièrement, l'Empire tout entier supportant des fardeaux similaires. Pourtant, malgré les traumatismes de la crise du XIIIe siècle, d'importantes réalisations culturelles. Cette période vit l'essor du néoplatonisme, grâce à des philosophes comme Plotin, dont la vision mystique de la réalité exerça une profonde influence sur la pensée chrétienne ultérieure. Le christianisme lui-même connut une expansion considérable durant ces décennies turbulentes,
offrant réconfort spirituel et communauté en ces temps incertains. La religion, autrefois minoritaire et persécutée, devint une force majeure de la société romaine. Le droit romain continua d'évoluer, des juristes comme Ulpien et Papinien affinant des concepts juridiques qui allaient influencer les civilisations bien au-delà de la chute de Rome. Malgré les difficultés économiques, les ingénieurs romains continuèrent de produire des œuvres remarquables, des murs d'Aurélien aux bâtiments publics de tout l'Empire. À la fin du IIIe siècle, l'Empire hérité de Dioclétien était meurtri, mais pas vaincu. Les réformes à venir allaient en transformer radicalement la gouvernance romaine, créant un nouveau système impérial capable de relever les défis d'un monde en mutation. La transition entre l'Empire augustéen primitif et le monde romain tardif était achevée, une transformation forgée dans le creuset de la crise et de la reprise. Tandis que Dioclétien remportait la victoire, revendiquant la pourpre, le monde romain était épuisé par un demi-siècle de crise. Tirant les leçons de ces troubles, le nouvel empereur allait remodeler la gouvernance impériale plus radicalement que quiconque depuis Auguste. Né dans des origines modestes en Dalmatie, sur la côte adriatique, Dioclétien avait gravi les échelons de l'armée sans bénéficier de relations aristocratiques. Cette perspective extérieure lui a peut-être permis de mieux cerner les problèmes systémiques auxquels Rome était confrontée. L'Empire était devenu trop vaste et complexe pour être géré efficacement par un seul dirigeant. Les urgences militaires sur un front nécessitaient souvent la présence de l'empereur, tandis que des crises éclataient ailleurs. Conscient de ce fait, Dioclétien prit la décision sans précédent de nommer un co-empereur. Il éleva son collègue Maximien au rang d'Auguste, lui confiant l'administration des provinces occidentales, tandis qu'il se concentrait sur l'Est. Cette division s'avéra insuffisante, si bien que Dioclétien élargit le collège impérial en nommant 2 empereurs subalternes appelés Césars, Galère à l'Est et Constance Chlore à l'Ouest. Ce système, connu sous le nom de tétrarchie, ou gouvernement à 4, répartissait les responsabilités administratives tout en préservant l'apparence d'un empire unifié. Chaque tétrarque gouvernait un quart du territoire romain depuis sa propre capitale, tandis que Rome perdait son rôle central. Cet arrangement prévoyait un plan de succession ordonné. Au bout de 20 ans, les Augustes supérieurs devaient se retirer, permettant aux Césars d'être promus et de choisir de nouveaux associés subalternes. Cet arrangement visait à prévenir la crise de succession qui avait ravagé le XIIIe siècle. Outre la restructuration du pouvoir impérial, Dioclétien réorganisa la structure administrative et géographique de l'Empire. Les provinces furent divisées en unités plus petites, doublant presque leur nombre tout en les rendant plus faciles à gérer. Ces provinces furent regroupées en 12 diocèses, eux-mêmes organisés en 4 préfectures correspondant au territoire de chaque tétrarque. Ce système créa plusieurs niveaux de surveillance destinés à réduire la corruption et à accroître l'efficacité. L'armée subit une réorganisation similaire. Dioclétien sépara les pouvoirs civils et militaires, traditionnellement confiés aux gouverneurs de province. Il augmenta considérablement les effectifs de l'armée pour faire face simultanément à plusieurs menaces frontalières. Pour limiter le pouvoir des généraux potentiellement rebelles, il réduisit la taille des armées provinciales tout en créant une réserve centrale et mobile capable de réagir aux crises. Ces structures militaires et administratives élargies nécessitaient des ressources accrues. Dioclétien organisa un recensement général afin de déterminer la fortune et les individus imposables. Son nouveau système fiscal imposait un paiement en nature plutôt qu'en monnaie de plus en plus dépréciée, avec des quotas fixes de produits et de biens collectés dans chaque région. Pour assurer la continuité des services essentiels, Dioclétien institua des professions héréditaires obligatoires pour certains métiers vitaux, obligeant les fils à exercer le métier de leur père. Si ces réformes stabilisèrent l'Empire, elles se firent au détriment d'un contrôle accru de l'État sur la vie des citoyens.
Le capitalisme de libre marché des débuts de l'Empire céda la place à un système plus réglementé, où les besoins de l'État prirent le pas sur l'initiative privée. La distinction entre honnête et humble s'accentua, chacun étant soumis à des règles juridiques différentes. Dioclétien tenta également de remédier à l'instabilité économique par son édit des prix maximum, qui fixait des prix plafonds pour des milliers de biens et services dans tout l'Empire. Bien que bien intentionnée, cette mesure se révéla inapplicable et fut finalement abrogée. En matière religieuse, Dioclétien se montra d'abord tolérant, mais déclencha plus tard ce qui fut connu sous le nom de grande persécution des chrétiens. Cette ultime et plus brutale tentative d'éradication du christianisme impliqua la destruction d'églises, la confiscation des écritures sacrées et l'exécution de membres du clergé. Malgré son intensité, la persécution variait selon les régions et ne parvint pas à enrayer la propagation du christianisme. Fidèle à son plan de succession, Dioclétien prit la décision sans précédent de démissionner volontairement et de forcer son co-empereur Maximien à faire de même. Il passa le reste de sa vie à cultiver des choux dans son palais de Split, sur la côte dalmate, et aurait confié à ses visiteurs que seul un ancien empereur pouvait comprendre les joies de la retraite. Le système soigneusement conçu de la tétrarchie s'effondra presque immédiatement après le départ de son créateur. Les plans de succession furent compromis par les sentiments dynastiques, les troupes proclamant empereur Constantin, fils de Constance Chlore, et Maxence, fils de Maximien. Les années suivantes furent marquées par des luttes de pouvoir complexes entre différents prétendants à la suprématie. Constantin sortit vainqueur de ces conflits. Selon la tradition chrétienne, avant la bataille décisive du pont Milvius contre Maxence, Constantin eut la vision d'une croix dans le ciel avec les mots « C'est ainsi que tu vaincras ». Qu'il s'agisse d'une conversion sincère ou d'un calcul politique, l'adhésion de Constantin au christianisme transforma le monde romain. L'édit de Milan, promulgué conjointement avec son collègue oriental Licinius, mit officiellement fin aux persécutions contre les chrétiens et restitua leurs biens confisqués. Bien que le christianisme ne soit pas devenu religion d'État officielle, l'édit lui accorda un statut légal et la protection impériale. Constantin vainquit plus tard Licinius et devint le seul souverain de l'Empire réunifié. Sa décision la plus importante fut peut-être de fonder une nouvelle capitale sur le site de la cité grecque de Byzance. La ville, consacrée Constantinople, occupait une position stratégique inégalée, contrôlant le détroit entre l'Europe et l'Asie. Cette nouvelle cité chrétienne, libérée des connotations païennes de Rome, servit de capitale impériale pendant plus de 1000 ans. Constantin conserva nombre des réformes administratives de Dioclétien, tout en atténuant les aspects les plus sévères. Il introduisit une nouvelle monnaie d'or, le solidus, qui conserva sa valeur pendant des siècles, assurant la stabilité monétaire après des décennies d'inflation. Sa politique religieuse favorisa les chrétiens sans pour autant supprimer le culte traditionnel, marquant une transition progressive qui s'accéléra sous ses successeurs. Après la mort de Constantin, l'Empire passa à ses 3 fils survivants, Constantin II, Constance II et Constant. Leurs règnes furent marqués par des conflits fratricides et des controverses religieuses persistantes, notamment autour de la controverse arienne sur la divinité du Christ. Constance II devint seul empereur et régna jusqu'à sa mort. Le bref règne de Julien l'Apostate, neveu de Constantin, marqua la dernière tentative sérieuse de restauration de la religion romaine traditionnelle. Élevé dans la foi chrétienne mais secrètement converti au paganisme, Julien chercha à revitaliser la culture classique et à restreindre les privilèges chrétiens durant son règne de 18 mois. Sa mort au combat contre les Perses mit fin à cette contre-révolution religieuse. Les empereurs qui suivirent maintinrent la position privilégiée du christianisme. Sous Théodose Cogniet, le christianisme devint religion d'État officielle. L'édit de Thessalonique établit le christianisme de Nicée comme seule religion légitime de l'Empire, tandis que les édits suivants fermèrent les temples païens et interdirent les sacrifices traditionnels.
Les traditions religieuses millénaires qui avaient soutenu Rome depuis sa fondation étaient désormais officiellement abandonnées. Théodose était confronté à d'importants défis extérieurs, au-delà des questions religieuses. Son prédécesseur Valence avait subi une défaite désastreuse à Andrinople face aux Goths, perdant peut-être les 2/3 de son armée de campagne orientale, et Valence lui-même avait été tué. La bataille avait démontré la menace militaire croissante des peuples germaniques en quête de terre au sein de l'Empire. Plutôt que de tenter d'expulser ces Goths, Théodose les installa sur le territoire impérial en tant que fédérés, troupes alliées servant sous leur propre chef, tout en reconnaissant la souveraineté romaine. Cette solution pragmatique fournissait les effectifs nécessaires, mais renforçait l'influence des groupes germaniques semi-autonomes à l'intérieur des frontières romaines. L'armée romaine tardive s'appuyait de plus en plus sur ses contingents alliés, et l'armée régulière recrutait activement des peuples germaniques. Le stéréotype selon lequel les Romains recrutaient des barbares pour leur guerre est simpliste. De nombreux Romains servaient encore, et nombre de barbares étaient pleinement romanisés. Cependant, la composition ethnique de l'armée avait considérablement évolué par rapport aux siècles précédents. Les changements sociaux et économiques de l'époque reflétaient la transformation de l'Empire. Le christianisme avait transformé ses valeurs culturelles, privilégiant le salut surnaturel aux vertus civiques classiques. La classe moyenne urbaine déclina sous l'influence du service impérial et des grands domaines agricoles qui dominèrent la vie économique. Les villes se rétrécirent à l'intérieur de leurs remparts, leurs monuments classiques étant recyclés en matériaux de construction ou réaffectés à des fins chrétiennes. Pourtant, malgré ces changements, des réalisations culturelles remarquables se poursuivirent. Cette époque vit l'épanouissement de la littérature patristique, tandis que des penseurs chrétiens, tels qu'Ambroise, Jérôme et Augustin, élaborèrent des systèmes théologiques et philosophiques sophistiqués qui influencèrent la pensée occidentale pendant des siècles. Dans le domaine juridique, le Code théodosien rassembla la législation impériale, créant ainsi un manuel juridique systématique qui préserva la jurisprudence romaine pour les générations à venir. Après la mort de Théodose, l'Empire fut divisé entre ses fils, Arcadius à l'est et Honorius à l'ouest. Bien que cette division fût théoriquement temporaire, elle se révéla permanente. Si les cours orientales et occidentales maintinrent l'apparence d'un empire unifié, elles poursuivirent de plus en plus des intérêts distincts et furent confrontées à des défis différents. La moitié orientale, plus riche et géographiquement mieux protégée, survécut encore 1000 ans sous le nom d'Empire byzantin, selon les historiens modernes. Bien que ses citoyens continuèrent à se qualifier de Romains, la moitié occidentale fut confrontée à des défis existentiels qui menèrent à son effondrement en une génération. À l'aube du IVe siècle, l'État romain transformé ne ressemblait plus guère au principat d'Auguste. L'empereur régnait désormais comme un monarque de style oriental, appelé dominus plutôt que princeps. Les fonctionnaires s'inclinaient devant une présence impériale de plus en plus dissimulée derrière des cérémonies de cour élaborées. Le christianisme avait supplanté la religion traditionnelle, modifiant les notions fondamentales de la société et de la finalité humaine. Pourtant, malgré ces changements, l'unité essentielle du pouvoir romain demeurait. L'Empire contrôlait toujours à peu près le même territoire que sous les Antonins. Le latin et le grec restaient les langues administratives. Le droit romain régissait toujours la vie quotidienne. Les citoyens se considéraient toujours comme romains, même si la signification de cette identité évoluait au gré des circonstances. Tout était prêt pour l'acte final du long drame de l'Empire romain d'Occident. Alors que la pression germanique s'intensifiait à leurs frontières et que leurs ressources internes s'amenuisaient, les empereurs d'Occident étaient confrontés à des défis qui se révélèrent finalement insurmontables. Le siècle suivant marquerait la fin de la domination romaine directe en Occident. Même si la moitié orientale s'adapta et survécut jusqu'au VIe siècle, le monde romain était divisé entre les fils de Théodose.
Bien qu'il dirigeasse techniquement un seul empire, Arcadius à Constantinople et Honorius à Milan dirigeaient des royaumes de plus en plus séparés. Les deux jeunes empereurs s'appuyaient largement sur de puissants conseillers, Rufin à l'est et Sticilius à l'ouest. Les intrigues de cour qui s'ensuivirent affaiblirent l'autorité impériale au moment même où Rome faisait face à son plus grand défi extérieur. Le catalyseur de la crise à venir fut l'émergence des Huns des steppes eurasiennes. Leur migration vers l'ouest repoussa les peuples germaniques vers les frontières romaines, puis au-delà, en nombre sans précédent. La menace la plus immédiate résidait dans les Goths, qui, après la mort de leur chef Fritigern, s'étaient unis sous l'égide d'un nouveau roi ambitieux nommé Alaric. Les Goths d'Alaric, installés dans l'Empire comme fédérés après leur victoire d'Andrinople, se sentaient méprisés par les autorités impériales. Lorsque leurs demandes de meilleures conditions furent rejetées, ils se révoltèrent et commencèrent à progresser dans les Balkans, négociant et menaçant tour à tour les cours impériales d'Orient et d'Occident. Sticilius, lui-même partiellement d'origine vandale, mais pleinement romain de culture et de loyauté, fit face à la menace gothique par un mélange d'actions militaires et de diplomatie. Ces efforts furent cependant sapés par la suspicion des deux cours impériales, chacune craignant qu'il ne cherche à contrôler l'empire tout entier. Avec l'exécution de Sticilius pour trahison, l'Empire romain d'Occident perdit son défenseur le plus capable. Avec la mort de Sticilius, Alaric vit une opportunité. Il envahit l'Italie et accomplit ce qui n'avait pas été accompli depuis 8 siècles, le sac de Rome elle-même. Bien que les Goths ne soient restés dans la ville que 3 jours et que les dégâts aient été relativement limités, l'impact psychologique sur le monde romain fut considérable. Jérôme, écrivant à Bethléem, déplorait que la lumière éclatante du monde entier se soit éteinte et que le monde entier ait péri dans une seule ville. Après la mort d'Alaric, peu après le sac, les Goths s'installèrent en Gaule, s'installant finalement en Aquitaine comme fédérés romains. Pendant ce temps, d'autres peuples germaniques traversèrent le Rhin gelé pendant un hiver particulièrement rigoureux, affluant en Gaule puis en Espagne. Parmi eux figuraient les Vandales, les Suèves et les Alains, qui établirent leur propre territoire dans les provinces dites romaines. Le gouvernement impérial occidental, désormais basé à Ravenne pour une meilleure sécurité qu'à Rome, eut du mal à réagir à ces multiples incursions. De plus en plus, le pouvoir se concentra entre les mains du maître des soldats, commandant suprême, plutôt que de l'empereur lui-même. Pendant près de 2 décennies, ce poste fut occupé par Aetius, parfois appelé le dernier des Romains. Tandis qu'Aetius s'efforçait de préserver ce qui restait de la puissance romaine en Gaule, une nouvelle menace surgit en Afrique du Nord. Les Vandales, menés par leur roi Genséric, franchirent les Pyrénées pour pénétrer en Afrique, conquérant les riches provinces qui avaient longtemps approvisionné Rome en céréales. Après avoir pris Carthage, ils fondèrent un puissant royaume et bâtirent une marine qui finit par dominer la Méditerranée occidentale. Pendant que ces colonies germaniques se développaient, l'Empire romain d'Occident affrontait son plus redoutable ennemi, Attila le Hun. Après avoir ravagé les provinces orientales et mis en déroute les armées impériales, Attila se tourna vers l'ouest et envahit la Gaule. Aetius rassembla laborieusement une coalition de troupes romaines et de fédérés germaniques, dont les Wisigoths, pour affronter l'armée unique lors de la bataille des plaines catalanes. Cette défense désespérée stoppa l'avancée d'Attila en Gaule. L'année suivante, Attila envahit l'Italie. Rome semblait condamnée jusqu'à ce qu'une ambassade dirigée par le pape Léon Poinlier convainque les Huns de battre en retraite. Bien que des récits ultérieurs attribuent cette situation à une intervention divine, des facteurs pratiques incluaient probablement des maladies parmi les troupes d'Attila, des pénuries alimentaires dans une Italie dévastée et peut-être des pots de vin versés par Constantinople. Après la fin de cette campagne et l'effondrement du pouvoir unique qui s'ensuivit, la mort d'Attila, peu après, offrit à Rome un bref répit.
Cependant, la même année, des intrigues de cour conduisirent à l'assassinat d'Aetius sur ordre de l'empereur Valentinien III. L'empereur lui-même fut assassiné par les partisans d'Aetius quelques mois plus tard, mettant fin à la dynastie théodosienne en Occident. Une succession d'empereurs éphémères suivit, nombre d'entre eux n'étant que de simples marionnettes aux mains de puissants chefs militaires. Majorien, qui ne régna que quelques années, représenta la dernière tentative sérieuse de restaurer le pouvoir romain en Occident. Ses efforts pour reconstruire l'armée et reprendre l'Afrique du Nord aux Vandales se soldèrent par une défaite et une exécution. Après Majorien, les empereurs d'Occident contrôlèrent des territoires s'étendant à peine au-delà de l'Italie elle-même, divers royaumes germaniques acquérant une quasi-indépendance dans les anciennes provinces. En Espagne, les Suèves contrôlaient le nord-ouest, tandis que les Wisigoths étendaient leurs possessions depuis l'Aquitaine. En Gaule, les Burgondes dominaient que le sud-est, tandis que les Francs renforçaient progressivement leur influence au nord. La Bretagne, abandonnée par les forces impériales des décennies plus tôt, développa sa propre société post-romaine, de plus en plus influencée par les colons saxons. Dans les dernières décennies du nouveau siècle, les empereurs d'Occident étaient devenus insignifiants dans la plupart des anciennes provinces. Le véritable pouvoir en Italie appartenait au chef militaire Richomyrus, puis, après sa mort, à ses successeurs Gundabad et enfin Oreste. Oreste proclama son jeune fils Romulus empereur, bien que celui-ci ne détienne aucun pouvoir réel. Les forces germaniques d'Italie, principalement des Cyrres et des Hérules, exigeaient des concessions territoriales permanentes similaires à celles accordées aux fédérés dans d'autres provinces. Face au refus d'Oreste, elles s'unirent sous la direction d'Odoacre, un officier germanique au service de Rome. Odoacre renversa Oreste et déposa Romulus, mettant fin à la mascarade du pouvoir impérial en Occident. Dans un geste pragmatique, Odoacre envoya les insignes impériaux à l'empereur Zénon à Constantinople, signalant ainsi l'inutilité d'un empereur occidental indépendant. Il demanda et obtint le titre de patricien, gouvernant l'Italie nominalement comme vice-roi de Zénon, mais en pratique comme souverain indépendant. Romulus, encore adolescent, fut autorisé à se retirer dans une propriété rurale avec une pension généreuse, une fin étonnamment clémente pour un souverain déchu. Ce moment est traditionnellement considéré comme la chute de Rome, ou, plus précisément, la fin de l'Empire romain d'Occident. Pour ceux qui vécurent ces événements, cependant, il n'y eut pas d'effondrement dramatique. De nombreuses structures de la vie romaine subsistèrent sous la nouvelle administration. Les rois germaniques légiférèrent sur le modèle romain, maintinrent une certaine forme d'impôt et embauchèrent souvent des administrateurs. Plusieurs facteurs contribuèrent à l'incapacité de l'Empire d'Occident à résister aux pressions que ses homologues orientaux avaient surmontées avec succès. L'Occident fut confronté à des frontières terrestres plus ouvertes et à des invasions plus fréquentes. Son économie était moins urbanisée et plus agricole que celle de l'Orient. Même dans les meilleures périodes, les riches provinces d'Afrique du Nord et certaines parties de la Gaule qui soutenaient les finances occidentales furent perdues au profit des Vandales et des Wisigoths, entraînant une spirale de déclin des ressources. Les empereurs d'Occident souffraient également d'un déficit de légitimité par rapport à leurs homologues orientaux. Les guerres civiles incessantes et le renouvellement rapide des dirigeants minèrent la confiance dans l'autorité impériale. Après le sac de Rome, le fondement psychologique de l'Empire, la croyance en la destinée éternelle de Rome, fut gravement ébranlé en Occident. Cependant, même si le pouvoir impérial direct s'estompa, la culture et l'identité romaine persistèrent. Le latin resta la langue de l'administration et de l'écriture. L'Église catholique conserva les structures organisationnelles et les concepts juridiques romains. Les aqueducs continuèrent de transporter l'eau et les gens se rassemblèrent dans des forums, même si de nouveaux seigneurs germaniques régnaient depuis les anciens palais impériaux. La fin de l'Empire d'Occident ne signifia pas la fin du monde romain. En Orient,
l'Empire continua de prospérer depuis sa magnifique capitale, Constantinople. L'empereur Zénon et ses successeurs se considéraient comme les dirigeants légitimes de l'ensemble du monde romain, y compris des provinces occidentales perdues qu'ils espéraient un jour reconquérir. En Italie même, le règne d'Odoacre fut de courte durée. L'empereur Zénon autorisa Théodoric, roi des Ostrogoths, à envahir l'Italie et à renverser Odoacre. Après avoir vaincu puis tué son rival, Théodoric fonda un royaume qui représentait l'une des synthèses les plus réussies d'éléments romains et germaniques de l'Occident post-impérial. Alors que les provinces occidentales entamaient leur transformation progressive vers ce qui allait devenir l'Europe médiévale, l'idée de Rome conservait une forte emprise sur l'imaginaire. Les rois germaniques cherchaient la reconnaissance de Constantinople et convoitaient les titres romains. L'Église combla progressivement le vide administratif laissé par le retrait impérial. Et loin à l'est, l'Empire romain, désormais hellénophone et chrétien, mais se qualifiant toujours de romain, continua de perpétuer l'héritage d'Auguste et de Constantin. La fin de l'Empire romain d'Occident ne marque donc pas un effondrement catastrophique, mais une étape importante dans un processus de transformation bien plus long. La structure politique, créée par Auguste 5 siècles plus tôt, avait définitivement pris fin en Occident. Mais la civilisation romaine, tel un grand fleuve se divisant autour d'un obstacle, continua de s'écouler par de nouveaux canaux dans le monde médiéval naissant. Tandis que l'Empire romain d'Occident s'estompait dans l'histoire, son homologue oriental continua de prospérer. Les citoyens de ce royaume survivant ne se sont jamais qualifiés de byzantins, terme inventé par les historiens modernes. Ils s'identifiaient fièrement comme romains, Romaioi, dans leur langage de plus en plus grec, héritier légitime de César et de Constantin. Pendant près d'un millénaire après la déposition de Romulus Augustule, cet empire romain d'Orient préserva et transforma l'héritage de Rome. À la fin du IVe siècle, l'empereur Zénon fut confronté à des défis majeurs. Des controverses religieuses sur la nature du Christ divisaient les chrétiens d'Orient, tandis que les compatriotes isoriens, originaires des montagnes natales de Zénon, dominaient la cour, suscitant le mécontentement de la population de Constantinople. Pourtant, l'empire demeura intact, doté d'une fiscalité efficace, d'une administration professionnelle et d'une sécurité militaire que l'Occident fragmenté ne pouvait qu'envier. Le successeur de Zénon, Anastas, assura 27 années de règne efficace. Sa gestion financière prudente renforça le trésor, et la construction des longs murs protégea les accès terrestres à Constantinople. Malgré les tensions religieuses persistantes tout au long de son règne, Anastase maintint la position de l'Empire face à la Perse sassanide, son rival traditionnel à l'Est. L'âge d'or de l'Empire romain d'Orient débuta avec l'accession au trône de Justinien Ptania. Né dans une famille de paysans latins des provinces balkaniques, Justinien épousa la distinguée Théodora, dont l'ascension, d'actrice peu recommandable à épouse impériale, scandalisa les milieux conservateurs, mais permit à une partenaire rusée et décisive d'accéder au trône. L'ambition de Justinien n'était rien de moins que la restauration de l'unité impériale. Il envoya son brillant général Bélisaire reprendre l'Afrique du Nord aux Vandales. Bélisaire accomplit cette mission avec une rapidité et une efficacité remarquables, replaçant cette riche région céréalière sous contrôle impérial. Encouragé par ce succès, Justinien autorisa une invasion de l'Italie ostrogothique. La campagne d'Italie s'avéra bien plus difficile. Ce qui devait être une reconquête rapide se transforma en une lutte de 20 ans qui dévasta la péninsule. Bien que les forces impériales l'emportèrent finalement, prenant Ravenne et vainquant la dernière résistance gothique, le coup fut énorme. L'Italie, autrefois cœur de la puissance romaine, était en ruine économique. Des régions d'Espagne furent également reconquises, mais le rêve de Justinien d'une restauration complète de l'Occident demeurait illusoire. Ces campagnes militaires épuisaient les ressources impériales, déjà mises à rude épreuve par la guerre avec la Perse.
La situation s'aggrava lorsque la peste bubonique atteignit Constantinople, tuant près de 40% des habitants de la ville et se propageant dans toute la Méditerranée. Cette catastrophe démographique réduisit les recettes fiscales et le recrutement militaire, créant les problèmes financiers qui entrèrent en conflit avec les succès de Justinien. Malgré ces difficultés, le règne de Justinien fut marqué par des réalisations remarquables. La magnifique église Sainte-Sophie, avec son dôme révolutionnaire de 35 mètres de haut, demeure l'une des merveilles architecturales du monde. Plus durable encore fut le Corpus Juris Civilis, une compilation exhaustive et une réforme du droit romain qui préserva les principes juridiques classiques pour les générations futures. Ce code juridique allait former la base de nombreux systèmes juridiques européens et représente l'un des héritages les plus importants de Rome au monde moderne. Après la mort de Justinien, l'Empire entra dans une période difficile. Son successeur, Justin II, perdit une grande partie de l'Italie au profit des Lombards, tandis que les guerres avec la Perse épuisaient les ressources. Les empereurs suivants, Tibère II et Maurice, maintinrent la défense impériale, mais durent faire face à des ressources en diminution. Les tentatives de Maurice pour réformer l'armée aboutirent à son renversement et à son exécution par l'usurpateur Phocas. Le VIe siècle apporta à l'Empire des défis sans précédent. Sous le règne de Shah Khosrow II, la Perse lança des invasions massives, s'emparant de la Syrie, de la Palestine, de l'Égypte et d'une grande partie de l'Anatolie. Jérusalem tomba et la vraie croix, la plus sacrée des reliques chrétiennes, fut emportée dans la capitale perse comme trophée. Les armées perses atteignirent le Bosphore, face à Constantinople. À ce moment de crise suprême, l'un des plus grands empereurs de Rome apparut. Héraclius, qui avait renversé le tyran Phocas, mena personnellement la contre-attaque impériale. Au terme d'une série de brillantes campagnes, il pénétra profondément en territoire perse et obtint une paix qui restitua toutes les provinces perdues et la vraie croix. Ce retournement de situation étonnant sembla sécuriser à jamais la frontière orientale de Rome. Tandis qu'Héraclius célébrait sa victoire, une nouvelle puissance émergeait dans les déserts d'Arabie. Unis par le prophète Mahomet et inspirés par la nouvelle foi de l'islam, les armées arabes envahirent les territoires romains et perses à une vitesse fulgurante. L'empire perse, épuisé, s'effondra complètement, et les forces romaines subirent une cuisante défaite à la bataille de Yarmouk. En moins d'une décennie, la Syrie, la Palestine et l'Égypte, provinces romaines depuis plus de 6 siècles, passèrent sous domination islamique. Cette perte territoriale catastrophique transforma l'Empire. Le royaume restant devint plus compact, centré sur Constantinople, l'Asie mineure occidentale et le sud des Balkans. Le grec finit par supplanter le latin comme langue administrative, et l'Empire prit un caractère plus nettement chrétien. Les historiens modernes considèrent souvent cette transformation du 7e siècle comme la transition de l'Empire romain d'Orient à l'Empire byzantin. Bien que les contemporains n'aient pas observé une telle division, malgré ses pertes territoriales considérables, l'Empire s'est adapté et a survécu. Le système thématique qui réorganisait les provinces en districts militaires où les soldats agriculteurs défendaient leurs terres s'est avéré une réponse efficace aux incessants raids arabes. Le feu grégeois, une mystérieuse arme incendiaire capable de brûler même sur l'eau, a donné aux flottes impériales un avantage décisif pour défendre Constantinople. Lorsque les armées arabes ont assiégé Constantinople à 2 reprises, les formidables murailles ont tenu bon. L'échec de ces sièges marqua un tournant, préservant l'Empire comme bastion chrétien en Méditerranée orientale et épargnant une grande partie de l'Europe à la conquête islamique. Les 8e et début du 9e siècle furent marqués par des controverses autour des images religieuses, période connue sous le nom d'iconoclasme. De Léon III à Théophile, les empereurs interdisirent la vénération des icônes, les jugeant trop proches de l'idolâtrie. Cette politique divisa la société et tendit les relations avec Rome et les autres chrétiens d'Occident qui continuèrent à utiliser des images sacrées.
La restauration des icônes apaisa ces divisions et inaugura une période de renouveau culturel et intellectuel. Sous la dynastie macédonienne, fondée par Basile Carnier, l'Empire retrouva sa force. La production agricole augmenta, les villes furent revitalisées et les succès militaires s'améliorèrent. Des empereurs comme Nicéphore Phocas et Jean Tzimiskès reconquirent des territoires en Syrie, tandis que Basile II gagna le surnom de tueur de Bulgarie pour ses campagnes impitoyables qui placèrent l'ensemble des Balkans sous domination impériale. Cette Rome renaissante, bien que grecque de langue et de culture, était la société la plus puissante, la plus riche et la plus sophistiquée de la chrétienté. Constantinople, avec ses quelques 500 000 habitants, éclipsait les modestes villes d'Europe occidentale. Ses marchés vendaient des marchandises de Chine et de Scandinavie. Ses églises scintillaient de mosaïques et ses érudits préservaient des textes anciens inconnus en Occident. Pourtant, sous cette façade dorée, des faiblesses structurelles se développaient. La paysannerie libre, qui avait constitué la base des armées thématiques, perdit progressivement ses terres au profit de domaines aristocratiques en expansion. Les postes dans la fonction publique devinrent de plus en plus héréditaires plutôt que fondés sur le mérite. Les divergences religieuses avec l'Occident latin s'intensifièrent, culminant avec un schisme qui divisa le christianisme en branches catholiques et orthodoxes. La catastrophe décisive fut la bataille de Manzikert, où les Seldjoukides vainquirent l'empereur romain IV Diogène et ouvrirent l'Anatolie, cœur de l'Empire, à la colonisation turque. Au même moment, les Normands conquirent les dernières possessions impériales en Italie et les Péchénègues lancèrent des raids outre Danube. L'Empire, qui semblait triomphant quelques décennies plus tôt, luttait désormais pour sa survie. Un appel désespéré à l'aide lancé par l'empereur Alexis Ier. Comnène à l'Occident contribua au déclenchement de la première croisade. Bien que les croisés aient établi des États en Terre sainte, les tensions entre latins et grecs s'intensifièrent. La quatrième croisade, tristement célèbre pour son détournement vers Constantinople même, pilla la plus grande cité chrétienne du monde et fonda un empire latin éphémère sur ses ruines. Bien que les forces impériales aient repris Constantinople sous Michel VII Paléologue, l'empire restauré n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Les républiques commerciales italiennes dominaient son économie, tandis que les États serbes et bulgares se partageaient le territoire des Balkans. Plus important encore, les Émirats turcs contrôlaient une grande partie de l'Anatolie, et l'État ottoman, agressif, représentait la plus grande menace. Les Ottomans avaient traversé l'Europe, encerclant progressivement Constantinople. Malgré des efforts diplomatiques désespérés pour obtenir l'aide occidentale, le soutien était minime. L'empereur Constantin XI Paléologue affronta l'imposante armée ottomane du sultan Mehmed II avec seulement quelques milliers de défenseurs lorsque l'assaut final débuta en avril. Pendant 7 semaines, les anciennes murailles de Constantinople résistèrent aux tirs des canons ottomans. Le 29 mai, l'assaut final perça. Constantin XI Paléologue aurait dépouillé ses insignes impériaux et serait mort au combat avec ses soldats lors de la chute de la ville. Mehmed entra à Sainte-Sophie, qui devint mosquée le jour même. L'Empire romain, qui avait duré 480 ans depuis l'avènement d'Auguste, avait enfin pris fin. Mais son héritage subsistait sous de nombreuses formes. Les Ottomans se faisaient appeler les Césars de Rome, régnant sur une grande partie de l'ancien territoire byzantin. Moscou se proclamait la troisième Rome, préservant le christianisme orthodoxe et les traditions impériales. La Renaissance italienne redécouvrit les textes classiques préservés par les érudits byzantins réfugiés en Occident avant et après la chute de Constantinople. Plus important encore, l'Empire byzantin servit de pont essentiel entre les mondes antiques et médiévaux. Elle a préservé le droit romain, la philosophie grecque et la théologie chrétienne primitive à travers les siècles, alors que ces connaissances auraient pu être perdues. Sa diplomatie sophistiquée, sa bureaucratie complexe et son économie complexe ont servi de modèle bien au-delà de ses frontières.
L'épopée commencée avec Romulus sur le mont Palatin était enfin terminée. Mais Rome n'est jamais vraiment tombée. Elle a été transformée. En vous endormant, imaginez les échos de la civilisation romaine se perpétuer dans les lois que nous suivons, les langues que nous parlons, les édifices que nous admirons et d'innombrables autres aspects de notre monde qui seraient méconnaissables sans l'héritage durable de Rome. Bien que le dernier empereur à porter le titre de César soit tombé avec Constantinople en 1353, l'influence de Rome se fait sentir à travers les siècles jusqu'à nos jours. Avant de vous endormir, réfléchissons à l'héritage durable de cette civilisation remarquable qui a façonné notre monde de multiples façons. La contribution la plus significative de Rome réside peut-être dans le domaine du droit et du gouvernement. Les Romains ont développé un système juridique complexe qui dépassait la portée limitée des codes précédents pour répondre aux besoins complexes d'une société diversifiée et cosmopolite. Des concepts que nous tenons pour acquis, tels que la présomption d'innocence, l'importance de l'intention dans les actes criminels et la distinction entre droit civil et droit pénal, portant l'empreinte de Rome. La grande compilation juridique de Justinien, le Corpus Juris Civilis, a préservé ces principes tout au long du Moyen Âge et jusqu'à l'époque moderne. Lorsque les pays européens ont développé leur système juridique à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, ils se sont inspirés de cet héritage romain. Aujourd'hui, la tradition du droit civil, en vigueur dans une grande partie de l'Europe continentale, de l'Amérique latine et de certaines régions d'Afrique et d'Asie, est directement issue des modèles romains. Même la tradition de common law de l'Angleterre et de ses anciennes colonies, bien que développée séparément, a absorbé de nombreux concepts romains. Au-delà des dispositions juridiques spécifiques, Rome a été pionnière dans les pratiques d'administration publique qui ont influencé les États ultérieurs. Les Romains ont créé une fonction publique professionnelle, une tenue systématique des registres, des poids et mesures standardisés, des recensements réguliers et des systèmes fiscaux complexes. Bien que ces innovations puissent paraître banales, elles ont constitué l'infrastructure essentielle au fonctionnement de sociétés complexes. L'idée même de citoyenneté, un statut juridique formel conférant des droits et des obligations, doit beaucoup à la pratique romaine. L'extension progressive de la citoyenneté aux peuples conquis a ouvert la voie à l'intégration qui a contribué à la pérennité de l'Empire au fil des siècles. Ce modèle d'inclusion méritée, bien qu'imparfaitement mis en œuvre, offrait une alternative à la stricte exclusion ethnique qui caractérisait de nombreux États antiques. Dans le domaine de la langue et de la littérature, l'influence de Rome demeure indéniable. Le latin, langue des paysans des rives du Tibre, c'est devenu la lingua franca de la civilisation occidentale pendant plus d'un millénaire. Bien que le latin ne soit plus une langue maternelle, ses descendants, les langues romanes, dont l'espagnol, le portugais, le français, l'italien et le roumain, sont aujourd'hui parlés par près d'1 milliard de personnes. Même les langues qui ne descendent pas directement du latin portent son influence à travers des siècles d'emprunt. Malgré sa structure germanique, la langue anglaise tire environ 60% de son vocabulaire du latin, soit directement, soit via le français. Partout dans le monde, la terminologie scientifique, juridique et technique reste majoritairement latine, offrant un vocabulaire commun qui transcende les frontières linguistiques. La littérature romaine a établi des formes et des thèmes qui ont trouvé un écho dans toute la tradition littéraire occidentale. L'Énéide, poème épique de Virgile, est devenu un standard pour les poètes ultérieurs, de Dante à Milton. Les profonds récits mythologiques d'Ovide dans les Métamorphoses ont influencé Shakespeare et bien d'autres. La rhétorique de Cicéron a servi de modèle au discours politique, tandis que les écrits philosophiques et les tragédies de Sénèque ont façonné le théâtre de la Renaissance. Les lettres de Pline et les chroniques historiques de Tacite ont continué d'influencer notre compréhension de la finalité et des méthodes de ces genres. L'héritage matériel de Rome reste tout aussi impressionnant. L'ingénierie romaine
a transformé le paysage méditerranéen, créant un réseau d'infrastructures d'une ampleur sans précédent. De nombreuses voies romaines constituent encore l'épine dorsale des autoroutes modernes, leurs tracés soigneusement conçus s'avérant optimaux malgré les technologies modernes. Les aqueducs construits par les ingénieurs romains ont continué d'alimenter en cours des villes comme Ségovie, en Espagne, jusqu'au XXe siècle. Les innovations architecturales romaines, notamment la perfection des arches, des voûtes et des dômes, ont permis la construction de bâtiments d'une envergure et d'une durabilité jusqu'alors inimaginables. Le développement du béton a permis la construction de structures qui ont résisté à 2 millénaires de tremblements de terre, d'inondations et de guerres. Le Panthéon de Rome, avec sa coupole parfaite surmontée d'un oculus à ciel ouvert, demeure l'une des merveilles architecturales du monde, inspirant des bâtiments de la Renaissance à nos jours. Dans le domaine militaire, l'héritage de Rome est tout aussi important. La Légion, une force de combat professionnelle et flexible, combinant infanterie lourde et unités spécialisées, a servi de modèle aux forces armées pendant des siècles. L'importance accordée par les Romains à la discipline, à l'entraînement, à l'ingénierie et à la logistique, plutôt qu'à la bravoure ou au nombre, a établi la norme que les armées victorieuses suivantes ont suivie. Les militaires d'aujourd'hui encore étudient les campagnes de César comme des exemples de génie stratégique et tactique. L'héritage politique de Rome présente un tableau plus complexe. La République, avec son système de freins et contrepoids, sa séparation des pouvoirs et sa limitation des mandats, a influencé les rédacteurs de nombreuses constitutions modernes, notamment les pères fondateurs de l'Amérique. Mais Rome a également démontré comment les institutions républicaines pouvaient en être sapées par des individus ambitieux et comment la liberté pouvait être sacrifiée au nom de la sécurité et de la stabilité. Le système impérial qui a remplacé la République a également offert des leçons positives et négatives aux générations futures. À son apogée, l'Empire romain a assuré une bonne gouvernance, la sécurité et la prospérité à une population diversifiée sur 3 continents. À son pire, il a démontré les dangers de l'autocratie, le pouvoir corrupteur du pouvoir absolu et la difficulté de maintenir l'unité sur de vastes territoires et cultures. Le christianisme, première religion du monde, doit sa diffusion mondiale au contexte romain dans lequel il s'est développé. Les premiers chrétiens ont utilisé les routes, les navires et les réseaux urbains romains pour diffuser leur message. Après la conversion de Constantin, la structure administrative impériale servit de modèle à l'organisation ecclésiastique, les diocèses correspondant souvent aux frontières provinciales romaines. Même le titre de Pontifex Maximus, autrefois détenu par les empereurs romains en tant que grand prêtre de la religion d'État, passa au pape, qui dirigeait l'Église catholique. Les réussites culturelles de Rome résidaient non seulement dans ses contributions originales, mais aussi dans son génie de synthèse et de transmission du savoir. Les artistes, philosophes et érudits romains adaptèrent souvent les modèles grecs, mais ce faisant, ils préservèrent et transmirent les réalisations grecques aux civilisations ultérieures. Sans Rome comme médium, une grande partie de la pensée grecque classique aurait pu être perdue pour la tradition occidentale. L'idée même de Rome était devenue un symbole puissant bien avant la chute de l'Empire. Tout au long du Moyen Âge et du début de l'époque moderne, les dirigeants politiques ont cherché à revendiquer l'héritage romain. Le couronnement de Charlemagne, comme empereur romain au 8e siècle, l'identité romaine des souverains byzantins, les revendications des tsars russes sur l'héritage de la Troisième Rome et le Saint-Empire romain germanique des Habsbourg, reflétant tous le puissant héritage symbolique de Rome. Même l'architecture nazie et l'imagerie fasciste de Mussolini évoquaient consciemment la grandeur impériale romaine, démontrant la puissance durable, quoique parfois détournée, du symbolisme romain. L'héritage le plus fondamental que Rome a légué aux civilisations suivantes est peut-être sa vision cosmopolite. L'idée que des peuples divers pouvaient participer à une communauté culturelle et politique commune
tout en préservant certains aspects de leurs identités distinctes. Bien que cette aspiration romaine à un monde uni par le droit et une citoyenneté commune, plutôt que divisée par des frontières ethniques ou religieuses, ait été imparfaitement réalisée dans la pratique, elle demeure un idéal puissant dans notre société mondiale, de plus en plus interconnectée. Rome a également démontré les sommets que l'humanité pouvait atteindre et les profondeurs où elle pouvait sombrer. La même civilisation qui a produit la sagesse de Marc Aurèle a également connu les excès de Caligula. La société qui a construit le Panthéon a également organisé des combats de gladiateurs brutaux. Cet héritage complexe nous rappelle que les réalisations humaines sont toujours mêlées d'imperfections, que la civilisation elle-même est toujours à la fois inspirante et imparfaite. Alors que vous vous endormez, imaginez à quel point notre monde serait différent sans l'influence durable de Rome. Nos systèmes juridiques et nos langues, notre architecture et notre ingénierie, nos institutions politiques et nos organisations religieuses, tout aurait été profondément transformé sans l'expérience romaine. Des détails anodins comme le nom de nos mois, aux profondes questions sur la citoyenneté et la gouvernance, Rome a façonné notre compréhension de nous-mêmes et de notre société. S'étendant sur plus de 2 millénaires, de Romulus à la chute de Constantinople, l'histoire romaine est une épopée grandiose de réussite, de résilience et d'adaptation humaine. À travers les hauts et les bas, les triomphes et les désastres, le monde romain a évolué tout en restant connecté à son passé. Même après la disparition de l'Empire en tant qu'entité politique, son nombre a continué d'influencer tout ce qui a suivi. Au moment de vous endormir, trouvez du réconfort dans cette continuité de l'expérience humaine. Les mêmes étoiles qui ont brillé au-dessus d'Auguste lorsqu'il a transformé Rome de briques en marbre brillent au-dessus de nous. Les mêmes espoirs, peurs et rêves humains qui ont motivé les Romains dans leur quête de sécurité, de prospérité, de sens et de beauté nous motivent également. Dans cette expérience humaine partagée réside peut-être l'héritage le plus profond de Rome.